Alors qu'est-ce qu'on boit à Noël? En voilà une bonne question. Surtout que ça va quand même dépendre du menu. Fruits de mer ou foie gras, volaille farcie ou autre animal ou même végétarien, et dessert au chocolat par exemple. Dans cet épisode, on va décortiquer les meilleurs accords mets-vins pour les fêtes, pour répondre à la question « Quel vin pour le repas de Noël ?» Aujourd'hui, on va partir du plat pour choisir le vin. Bon, c'est vrai, d'habitude, je préfère dans l'autre sens. Partir du vin en disant « j'ai envie de sortir cette bouteille de ma cave. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer avec ?» Comme ça, je peux arranger éventuellement le plat, rajouter des épices, des glaçages. Voilà, on peut toujours bricoler un peu un plat pour le faire coller avec des arômes ou un certain goût du vin. Mais dans l'autre sens, on peut pas le faire. Donc là, on va faire un truc qui est plus inhabituel pour moi. Bon, on va commencer avec les entrées, si ça te va. Et là, souvent, il y a plusieurs possibilités si on reste sur un menu assez traditionnel. Est-ce qu'on est plutôt terre, plutôt mer? Je te propose qu'on commence avec la mer. Et par exemple, des coquillages, un plateau d'huîtres ou de fruits de mer. Qu'est-ce qu'on boit avec ça et surtout pourquoi? Alors, c'est un choix important, hein. C'est le premier vin après l'apéritif. Donc, il y a un petit peu un ton à donner et pour pas gâcher ce qui va suivre après. Donc, les coquillages, les plateaux de fruits de mer, etc. Je recommande toujours de prendre un vin blanc frais, un peu vif et plutôt minéral. En fait, l'iode qu'il y a dans les fruits de mer répond ultra bien avec la minéralité de certains vins. C'est le côté personnalité de vins qui sont un peu toniques, un peu tranchants. Je pense notamment à Saint-Brie, dans le nord de Lyon, c'est pas très loin de Chablis. Et un peu comme Chablis, il y a ces petites notes très minérales. D'ailleurs, même dans les vignes, c'est bourré de fossiles quand c'était la mer, il y a 80 millions d'années. Et on retrouve ça donne une vraie patte au vin. On peut aussi avoir un champagne blanc de blanc, un pur chardonnay, à condition qu'il ne soit pas trop dosé, c'est-à-dire pas sucré. Donc un blanc de blanc brut nature ou extra brut, ça peut être vraiment super. Mais je pense aussi au vin blanc de Loire à base de Sauvignon, comme le Saint-Brie était à base de Sauvignon. On peut prendre un Quincy ou un Reuilly, voilà, pour sortir du Sancerre habituel. Ou évidemment les vins du Muscadet. Toutes les appellations autour du Muscadet, que ce soit les simples folles blanches, peu fruitées, qui iront bien avec le côté citronné des fruits de mer, mais aussi les Muscadets, le côté surlis qui va être vraiment idéal, et même les crus évidemment, quand on peut grimper d'un cran ou deux en hiérarchie, c'est super aussi. Alors les fruits de mer, c'est sûr que c'est un peu classique à Noël, mais c'est pas forcément pour tout le monde. Et des fois, on préfère des poissons fumés comme de la truite ou du saumon fumé. Alors là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est quand même pas l'occasion de sortir du rosé ? Ah mais si, à fond, l'accord de couleur avec le saumon, la truite fumée, ou le saumon frais, peu importe, truite fraîche, ça va très bien avec les vins rosés, ou le champagne rosé d'ailleurs. C'est vrai que les notes de fruits rouges, les épices douces de certains rosés iront très bien avec les marinades, qu'on utilisera aussi, et les notes fumées du poisson, tout comme les vins un petit peu boisés, que le boisé et le fumé, ça va très bien ensemble. Ça, c'est vraiment super. Alors, comme petits exemples d'appellations, dans les grandes appellations de rosé, comme Bandol, comme Tavel, par exemple, là, c'est le moment vraiment de les sortir et de les poser sur ces belles tables de fête. Mais les vins de Gamay ou de Pinot Noir en rosé aussi sont super parce qu'il y a cette fraîcheur qui va un peu contrebalancer le gras du saumon. Ça peut être un très bel accord. Je pense notamment à ces vins qui viennent d'Auvergne, de Châteaumeillan dans la Loire ou même de Sancerre, quand on vise ce type de vin. Donc on a fait la mer, et maintenant on peut faire la terre peut-être. Je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi à Noël qui aiment bien le foie gras, c'est un peu l'occasion d'en déguster. L'idée reçue, c'est quand même d'aller vers un vin moelleux, ou sucré en tout cas. Mais est-ce que c'est qu'une idée reçue? Est-ce que tu valides? Qu'est-ce que t'en penses? Alors bon, c'est le classique, En plus, ça fait un peu accord régional, ça vient du sud-ouest. Mais à ce moment-là, on peut partir peut-être dans des appellations un petit peu moins connues dans les vins doux. Du sud-ouest, les gaillacs doux par exemple, ça peut être bien parce qu'il y a un côté fruité qui est pas désagréable. Bon, le Jurançon, je sors du Sauterne, je retourne un peu dans le sud-ouest. Jurançon, c'est peut-être connu, mais ça fait quand même partie des grands vins moelleux, liquoreux, parce qu'il y a cette acidité assez spectaculaire qui contrebalance extrêmement bien le sucre. Donc ça, pour moi, ça fait partie des meilleurs accords quand on choisit la version foie gras plus sucre. Mais attention, parce que le foie gras, c'est quand même gras, et c'est très dense
en bouche. Donc, commencer le repas par un vin moelleux, ça peut un peu gâcher, saturer les papilles, et voilà. Ensuite, on aura un peu de mal à goûter ce qui va se passer par la suite. Donc, pour sortir des sentiers battus, c'est ça que j'aime bien, et rafraîchir un peu l'ensemble, on peut partir sur un vin blanc sec, mais qui soit assez onctueux en bouche. Ça peut être évidemment tous les grands chardonnays de Bourgogne qui ont ce côté plutôt onctueux, sans sucre. On appelle ça le moelleux bourguignon. Ça fonctionne bien. Ou même à Limoux dans le Languedoc, où il y a ces vents de fraîcheur qui rafraîchissent un petit peu les chardonnays plutôt riches. Et puis les vins du Rhône Nord, Crozes-Hermitage, Condrieu, oui, qui est un peu plus cher, mais qui a ce côté très onctueux, très ton sur ton, on va dire, avec le foie gras. Ou même les appellations du sud de la vallée du Rhône, Queyranne blanc, il y a des exemples exceptionnels, ou même un Châteauneuf du Pape blanc, ça existe aussi. Et si on va sur un vin rouge, parce qu'il y a quand même des gens qui adorent les vins rouges avec le foie gras, pourquoi pas, à ce moment-là, il faut vraiment prendre un vin qui soit arrivé à maturité, un vin du Médoc par exemple, mais qui soit à point, pas un petit jeune qui ait des tanins un peu trop présents, ou un Madiran par exemple. On reste sur des appellations du sud-ouest, mais un Madiran à maturité, dont les tanins seront fondus, bien intégrés, ne ressortiront pas de manière astringente. Sinon, évidemment, si vous reste un peu de champagne à l'apéritif, ça ira très bien aussi, parce que les bulles viendront donner un espèce de coup de peps à la texture du foie gras et déglacer le palais. Ça, et en plus, ça change. C'est vrai. On n'a pas l'habitude. C'est vrai. Ok, donc l'entrée est finie, on débarrasse. Maintenant, on passe au plat. Et traditionnellement, on va vers des volailles, farcies ou non, avec des petits légumes, parfois des châtaignes. Et alors, est-ce que là aussi, il vaut mieux un type de vin très précis ou est-ce qu'on est plutôt libre ? Bon, avec la volaille, il y a ceux qui aiment le vin blanc, ceux qui aiment le vin rouge. Franchement, les deux peuvent vraiment convenir, ça dépend un peu de ce qu'on a goûté avant, est-ce qu'on a déjà eu un vin blanc, du coup on peut passer au rouge, est-ce qu'on a juste eu du champagne, et à ce moment-là on peut démarrer au vin blanc et on se gardera le rouge pour après. Bon, il y a plusieurs écoles et plusieurs goûts, mais il faut quand même prendre, si on prend un blanc, un vin qui soit un peu rond et gras. Si la volaille est bien grillée, et ça j'adore quand on prend un vin blanc boisé avec une volaille grillée. Je trouve que la peau de la volaille avec le grillé du vin blanc, ça c'est vraiment un des meilleurs accords. Mais il faut quand même qu'il soit frité, qu'il soit plutôt élégant. La chair, en plus on va choisir un chapon, on va pas choisir un poulet, on va choisir une viande qui est quand même un petit peu plus raffinée qu'une volaille standard. Allons-y aussi sur un truc un peu raffiné, un peu élégant. Donc plutôt pinot noir ou plutôt un vin affiné. Un vin qui soit arrivé à son apogée, qui ait perdu un peu ses tanins. Mais surtout pas trop fort. Voilà. S'il y a des marrons, les marrons, ça a un côté un peu suave. Donc là, on peut avoir un vin un petit peu plus rond. Et s'il y a de l'orange, imagine un canard à l'orange, on peut jouer sur l'orange. Côté un peu citronné, un peu citron confit. Il y a même des gens avec le canard à l'orange qui prennent un vin liquoreux. Le Jurançon dont on parlait tout à l'heure, pas en version sec, mais en version moelleux. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a ces écorces d'orange confites qu'on retrouve dans le vin. Bon, ça c'est pour partir un peu dans d'autres directions, vraiment intéressantes à explorer. Et certaines personnes aussi profitent des fêtes parfois pour faire des recettes à base de gibier. Alors là, quelle est ta recommandation ? Alors, c'est des viandes qui sont beaucoup plus fortes en goût. Elles sont souvent cuisinées dans une sauce qui parfois est elle-même un peu épicée. On cherche un peu la concurrence ou à faire un plat qui parle assez fort. Donc pour ça, il vaut mieux prendre un vin puissant. Un vin épicé, un vin structuré comme Crozes-Hermitage, comme Côte-Rôtie, comme un Lirac par exemple dans le sud de la vallée du Rhône, ou d'autres appellations limitrophes qui ont ce profil un peu grenache épicé, et surtout avec du volume en bouche, et qui sont souvent assis sur des tanins plutôt puissants, plutôt massifs. Donc oui, on va à fond dans la viande qui a beaucoup de goût, le vin qui a beaucoup de goût, c'est là-dessus qu'il faut jouer, sur la puissance. Et si on prend un vin qui a justement ces notes un peu giboyeuses parce qu'il a vieilli suffisamment longtemps, là on va retrouver des accords sur ce côté un peu animal, un peu giboyeux, des vins qui ont passé un certain cap de leur vie et qui ont atteint le summum. Donc des accords au niveau aromatique pour ces viandes-là. Ok, alors là maintenant si vous avez encore de la place pour le fromage et le dessert qui arrivera après. Pour les fromages, je vais mettre un peu les pieds dans le plat et dire qu'on va repasser au blanc. Est-ce que c'est vrai pour tous les fromages ?
Alors, si c'est moi qui parle, oui, je n'ai aucun problème à passer de rouge à blanc. Si ça va mieux avec, on passe au blanc. Il n'y a pas d'histoire de blanc sur rouge et de rouge sur blanc et tout ça. Je n'y crois pas une seconde. Personnellement, je préfère les vins blancs avec le fromage. Par contre, il y a quand même certains fromages qui peuvent tout à fait s'accorder avec des vins rouges. Donc, prenons-les un peu un par un. Type brie, si on prend un brie un peu affiné, un vrai brie, je trouve que ça va très bien avec les bulles. Et pourquoi pas faire un fromager dessert avec les bulles. Ça va très bien, on n'a pas forcément fini. Après le fromage, il en reste un peu pour le dessert. Ça peut faire une bonne transition. Le gras des bulles va déglacer le gras du brie. C'est quand même, quand il est arrivé à maturité, il a de la force gustative et en plus un côté très crémeux, donc super pour les bulles. Si on a un comté, alors, comté, il y en a de plusieurs âges, bien sûr, et le goût n'est pas du tout le même. Mais disons un comté en général, entre deux, on va dire. Un vin blanc aromatique, ça fonctionne très très bien, de la rondeur. Ou un vin jaune, évidemment, si on veut faire un accord régional. Voire même un moitié chardonnay savagnin pour avoir un peu ce goût un peu oxydatif qui va tellement bien avec le comté, sans avoir le côté trop puissant du vin jaune, voilà, puis c'est pas le même budget, donc on peut trouver les deux. Et là, on travaille plutôt sur la texture et sur l'intensité. Si on a un fromage de chèvre, genre chabichou, peu frais quand même, pas trop sec, on peut prendre un vin blanc léger, c'est assez salé, donc un vin blanc léger avec de la salinité, ça existe. Salinité, minéralité, avec un fromage de chèvre de ce type, ça va très très bien. Genre vin blanc de Loire, Sauvignon ou un Chenin avec un long élevage sur lit, là on va obtenir cette salinité qui ira très très bien. Sur un fromage type Saint-Nectaire, parce que c'est souvent un exemple qu'on utilise comme étant un bon copain de vin rouge, à condition que ce soit un vin rouge peu tannique, parce que c'est les tanins, le grand ennemi du fromage. Donc si on trouve un vin rouge qui a peu de tanins, genre Gamay, Pinot Noir, voilà, ou un Cabernet Franc vinifié de manière très souple, oui, super avec le Saint-Nectaire, ça, il n'y a aucun problème. Ensuite, on a aussi les fromages à pâte persillée, type Roquefort, Fourme d'Ambert. Alors là, ce que j'adore, et ça peut faire une super transition avec le dessert, c'est de prendre un vin moelleux ou un vin liquoreux ou même un demi-sec, histoire d'avoir une légère sucrosité, parce que ce sont des fromages qui sont salés. Donc là, on va faire le coup du salé-sucré, sucré-salé, avec un équilibre au milieu qui sera vraiment super. Si on a un plateau avec plusieurs fromages, parce que d'habitude on essaye quand même de faire un peu plaisir à tout le monde et de mettre des fromages assez différents. Oui, c'est vrai. On essaye même exprès de mettre des fromages les plus différents les uns des autres pour, comme tu dis, faire plaisir à tout le monde. Alors là, il faut prendre une espèce de caméléon polyvalent qui va un peu se glisser discrètement entre tous ces fromages sans prendre le dessus. Ni les fromages, ni le vin. Donc là, dans les polyvalents, on reprend peut-être quand même les vins qui sont avec peu de tanins, comme les vins à base de pinot noir, de gamay, voilà, ces vins un peu souples, voilà, ce genre de vin qui soit fondu par le temps, soit peu tannique dès le départ. Bon, j'espère que vous avez encore de la place pour le dessert, parce que là, on amène les bûches. Et alors là aussi, il y a du choix, chocolat, praliné, marron ou même glacé aux fruits. On penserait assez facilement au champagne ou au crément. Est-ce que c'est vraiment le bon choix ? Bah oui, après le dîner, on peut continuer à discuter autour de champagne, pourquoi pas. Il peut aussi en rester un peu de l'apéro ou de l'entrée si on a servi un blanc avec les fruits de mer. On peut utiliser les restes au dessert. Parce que franchement, c'est pas facile d'accorder les desserts sucrés, à moins de faire sucré-sucre ou d'essayer de casser le sucre par du plus sec. Voilà, donc ne misez pas trop sur les desserts pour faire des accords absolument merveilleux. Il y en a, mais peut-être qu'à ce stade, vous avez un peu 1000 paquets sur les vins avec l'apéritif, l'entrée, plat. Au dessert, franchement, faites-vous plaisir. Vous pouvez utiliser, je sais pas moi, un rosé un peu moelleux comme ces magnifiques cerdons rosés, super, pas trop sucré. Ou alors, à votre interprétation personnelle, il y a des idées qu'on a déjà et qu'on a envie de continuer. On n'est pas obligé de suivre tout ce que je dis. Bon voilà, en tout cas vous avez déjà pas mal d'infos pour réussir vos accords mets vins de Noël et on a hâte de savoir ce que vous allez choisir. Dans le prochain épisode, on vous proposera un débat qui animera, je pense à merveille, l'étape de fête. Capsule à vis ou bouchon de liège, lequel est mieux ?
En attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et si vous avez envie de passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.